Pendant longtemps, la musique a été un objet. Que ce soit un vinyle, une cassette, un CD, t'achetais un album, tu l'écoutais du début à la fin, et surtout tu le possédais. Mais aujourd'hui, la musique c'est plus un objet, c'est un flux. Pour une dizaine d'euros par mois, tu peux écouter quasiment toutes les musiques du monde. Plus de 100 millions de titres disponibles instantanément dans ta poche. Le streaming est devenu le cœur de l'industrie musicale. Il représente aujourd'hui près de 70% des revenus du secteur. Mais derrière cette promesse d'accès illimité, il y a une transformation profonde qui s'opère. Parce que le streaming n'a pas seulement changé la manière dont on écoute la musique, il a changé comment elle circule, comment elle est recommandée, comment elle est financée, et même comment elle est créée, tiraillée entre algorithmes et économie de l'attention. Puis au milieu de tout ça, des artistes qui n'ont jamais été aussi productifs et pauvres à la fois. Parce que le streaming n'est pas juste un tarif par écoute, c'est un système. Alors certes, un système culturel, mais aussi un système économique et surtout un système statistique. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que le streaming a vraiment fait à la musique. Pour comprendre ce que le streaming a vraiment changé, il faut revenir à la fin des années 90. À cette époque, la musique fonctionne encore d'une manière très simple. Tu veux écouter un album, et bah tu l'achètes. Tu vas à la Fnac, tu choisis un disque, tu passes à la caisse et tu rentres chez toi avec. C'est tout. Tu la possèdes cette musique. À ce moment-là, la musique est un objet. Et pendant longtemps, ce modèle marche très bien. Mais à la fin des années 90, il y a un petit truc qui arrive et qui va complètement dérégler le marché. Le MP3. Parmi les nouveaux mots à la mode sur le net figure le sigle MP3. Un format qui permet de transformer un morceau de musique en fichier informatique. Mais la fonctionnalité qui va vraiment faire basculer le marché, c'est le fait de pouvoir le copier ce fichier. Et donc de le partager facilement. En 1999, un site va rendre accessible ces fichiers MP3 à tout le monde. Et ce site, c'est Napster. Et là, c'est un choc pour l'industrie musicale. Parce que tout d'un coup, des millions de gens peuvent échanger de la musique entre eux de manière fluide et gratuitement. Tu veux un album ? Tu le télécharges. Tu veux une discographie entière ? En 2 clics, c'est à toi. Il aura suffi de quelques mois pour que la musique commence à circuler partout sur Internet. Sans passer par les magasins, sans passer par les labels, et donc sans payer. Évidemment, toute l'industrie panique. Imaginez 2 secondes qu'une industrie qui pèse des milliards, avec un business model en béton armé, vient de tomber à cause de quelques petits nerds qui ont la vingtaine et qui essayent de faire leurs preuves. Bon, vous vous en doutez, les procès commencent à pleuvoir, Napster est attaqué par les majors et fermé en 2001. Alors certes, ce fut court, mais maintenant tout le monde est au courant qu'une alternative à la musique payante existe. Et ce sentiment de liberté, ce sentiment de découverte infinie n'est pas prêt de s'éteindre. L'hydre est né, l'hydre vivra. Parce qu'une fois la musique devenue un fichier, elle devient presque impossible à contrôler. C'est absolument ingérable. Napster a disparu, mais derrière lui, il laisse une chier de mômes qui vont rendre fous les majors. Emule, Kazaa, uTorrent. En moins de 10 ans, le piratage devient massif et accessible à tous. Pas besoin d'être un puant pour télécharger des albums. Une barre de recherche, un bouton télécharger, et c'est tout. Après, évidemment, il fallait quand même avoir de la chance pour tomber sur le vrai album et pas une blague douteuse qui mettait 2 jours à se télécharger. Tout cela n'est donc pas sans conséquences. Entre 2000 et 2010, l'industrie musicale perd presque la moitié de ses revenus. On parle partout de la fameuse crise du disque. Les labels, autrefois dictateurs tout-puissants de la chaîne alimentaire de l'industrie musicale, s'arrachent les cheveux à chercher une solution. Parce que le problème n'est pas seulement le piratage, c'est que le public s'est habitué à une chose très simple, avoir accès à la musique tout le temps et gratuitement. Et c'est là qu'une idée commence à émerger. Plutôt que d'essayer d'empêcher les gens d'accéder à la musique, est-ce qu'on leur vendrait pas directement l'accès à toute la musique ? Toutes ces musiques, pas besoin de les acheter pour les écouter et les découvrir. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous avez accès à un formidable jukebox contenant des dizaines de milliers de chansons. Deezer vous propose d'écouter des chansons gratuitement tout en rémunérant les acteurs de la création musicale via les revenus publicitaires générés. Un simple abonnement, quelques euros par mois, et en échange, tu peux écouter presque tout. C'est là, à ce moment-là, la naissance du streaming. Spotify arrive en 2008, s'ensuit Deezer, puis Apple Music. Et très vite, le modèle s'impose de partout. Les gens recommencent à payer pour écouter de la musique. Aujourd'hui, le streaming représente environ 70% des revenus de l'industrie musicale mondiale. Donc oui, d'une certaine manière, le streaming a sauvé l'industrie. Mais il a aussi changé la musique en profondeur. Parce qu'à partir du moment où on ne vend plus un objet, on vend un accès. On vend un flux. Et c'est dans ce problème que réside le premier grand souci qu'il y a avec le streaming. Parce que quand la musique devient un flux illimité, elle ne se possède plus vraiment. Elle se consomme. On l'attend plus, on la cherche plus forcément. Elle est juste là sous nos yeux, disponible en permanence. Et mine de rien, ça va complètement transformer notre manière d'écouter de la musique. La manière dont elle circule, la manière dont elle est recommandée, et même la manière dont elle est créée. Car derrière l'écran de fumée de la sainte démocratisation, des choses sombres se déroulent en coulisses. Le streaming aurait donc démocratisé la musique.
En soi, aujourd'hui, n'importe qui peut sortir un morceau, plus besoin de label, de distributeur, ni même de devoir lécher certaines boîtes. Tu peux produire dans ta chambre, upload ton titre et il est disponible partout. Que ce soit Spotify, Apple Music ou Deezer, et c'est la même mécanique du côté des auditeurs. L'accès était logiquement plus limité par le passé, compliqué dans les années 90 d'écouter des millions de titres avec seulement 9 €. T'avais de quoi t'acheter 2 CD tous les mois que t'allais poncer jusqu'au bout ou aller enregistrer des émissions radio sur une cassette pour te faire des compiles. Faut quand même se rendre compte de la folie que c'est d'avoir accès à tout ça de manière instantanée. Donc sur le papier, oui, tout semble ouvert. Tout semble accessible, tout semble démocratisé. Mais en réalité, ce qui a changé, ce n'est pas seulement l'accès, c'est la rareté. Avant, la rareté, c'était simplement la musique. Mais maintenant que la musique est partout et en quantité quasi infinie, la rareté s'est naturellement déplacée. Elle est plus dans l'accès, elle est dans la visibilité. Parce que sortir un morceau, très bien, c'est facile, mais être écouté dans un océan de titres qui submergent les plateformes jour après jour, ça relève de l'impossible. Dans un catalogue aussi immense, ton morceau n'est plus en concurrence avec quelques sorties par semaine, il est en concurrence avec le monde entier. Et surtout, il est en concurrence avec un flux permanent de nouveautés. Chaque jour, des dizaines de milliers de titres sont ajoutés. Donc même si tout le monde peut publier, ça ne veut pas dire que tout le monde est entendu. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe du streaming. On n'a jamais eu autant d'artistes, on n'a jamais eu autant de musique, mais on n'a jamais eu autant de mal à exister. Et c'est pas un hasard, loin de là. Parce que dans un monde d'abondance totale, ce qui devient précieux, c'est plus la musique, c'est l'attention. Et cette attention, elle n'est pas distribuée au hasard. Elle est organisée, elle est structurée par quelque chose que tout le monde utilise, mais que très peu de gens comprennent vraiment, le saint algorithme. Aujourd'hui, t'écoutes plus seulement de la musique, t'écoutes ce qu'on te propose d'écouter. Et cette nuance fait partie du plus gros changement dans le renouvellement du mode de consommation de la musique. Que ce soit au travers de playlists, de recommandations, des découvertes de la semaine, ou des radios, stations, qu'importe le nom, ça dépend de la plateforme. Et tout cet écosystème-là, de propositions permanentes, est loin d'être neutre. Parce que derrière, vous l'aurez compris, la logique n'est pas de diversifier vos goûts musicaux, mais bel et bien de vous garder de plus en plus longtemps sur la plateforme. Plus tu restes, plus t'écoutes, plus tu consommes, plus tu rapportes. Et loin de moi l'idée de me permettre une simple interprétation, c'est le cœur même du modèle de ces plateformes. Par exemple, Spotify explique lui-même que ses recommandations sont basées sur tes écoutes passées, ton comportement, le temps que tu passes sur un morceau et le fait que tu le skippes ou pas. Chaque action que tu fais, ça devient une donnée. Chaque donnée devient un signal et ces signaux servent à décider de ce que tu vas écouter ensuite. Donc l'algorithme ne cherche pas à forcément te faire découvrir la musique la plus intéressante, il cherche à te proposer la musique que tu es le plus susceptible d'écouter à ce moment-là de la journée sans la skip. Et ça, évidemment, ça change énormément de choses. Parce que la visibilité ne dépend plus seulement de la qualité d'un morceau, elle dépend de sa capacité à rentrer dans les logiques de l'algorithme. Est-ce qu'il retient l'attention? Est-ce qu'il est écouté jusqu'au bout? Est-ce qu'il est ajouté en playlist? Est-ce qu'il génère de l'engagement? Et c'est ça qui détermine s'il va être poussé ou s'il va être ignoré. Pour illustrer ça, il suffit de jeter un œil sur les chiffres des playlists. Car oui, une énorme partie des écoutes sur les plateformes vient de playlists éditoriales ou algorithmiques. Certaines études estiment que plus de 30 à 40% des écoutes passent par des playlists. Faut se rendre compte de l'importance de ce chiffre. Donc si tu n'es pas dans ces circuits-là, tu deviens quasiment invisible. Et petit à petit, ça crée un effet très particulier. La musique mute. Elle commence à s'adapter au système. Des intros plus courtes, des drops plus rapides, des structures plus efficaces. Mais pourquoi? Parce que les premières secondes sont cruciales. C'est la même logique qu'un titre putaclic sur YouTube ou qu'un hook sur TikTok. Si ton morceau est skippé trop vite, il est pénalisé. Et le phénomène est documenté. Plus le taux de skip est élevé, moins un titre est recommandé. Donc forcément, les artistes s'adaptent. Moins de prise de risque, moins de lenteur, pour des titres plus efficaces et plus lisibles, et qui, tristement, dérivent gentiment vers des copier-coller à l'infini. Et ce phénomène ne concerne pas que les artistes, il concerne aussi les auditeurs. Parce que plus tu consommes via des recommandations, moins tu choisis vraiment ce que tu écoutes. Tu te laisses porter par un algorithme qui cherche sans cesse à t'analyser. Tu enchaînes les titres toutes les 10 secondes jusqu'à qu'un soit assez idiot pour envoyer un drop dans ce laps de temps. Et ça aussi c'est observé. Les chercheurs parlent d'un phénomène de lean back, une écoute passive grossièrement, à l'opposé du lean forward. Avant, écouter de la musique c'était un acte. Tu choisissais un album, tu le mettais et tu l'écoutais du début à la fin. Et pas qu'une fois pour la plupart. Aujourd'hui, je connais tellement peu de personnes qui écoutent des albums, dès qu'on sort du cadre des passionnés de musique, ça devient extrêmement rare. Sauf exception pour des sorties phénomènes comme l'album de Théodora par exemple. Tout ce qu'on fait, c'est lancer une playlist et la laisser tourner. Que tu cuisines, que tu bosses ou que tu scrolles, c'est toujours pareil. La musique, ça devient un fond, un environnement. Et tout naturellement, ça vient changer ton rapport à ce que tu écoutes. Parce que quand t'es en écoute passive, t'es beaucoup moins exigeant, tu skippes plus vite, tu t'attaches moins au morceau, si ce n'est pas du tout. Tu consommes. Et ça, les plateformes l'ont très bien comprise. Elles ne cherchent pas forcément à capter ton attention de manière intense.
Genre que tu sois hyper focus sur ce que t'écoutes. Elle cherche juste à ne jamais la perdre, à remplir les silences de la vie en enchaînant des morceaux qui en ont pas. Et c'est pour ça que les playlists marchent aussi bien, parce qu'elles transforment la musique en flux continu. De la même manière que le scroll, lui aussi, n'est pas un choix, mais une succession de propositions infinies. La musique devient sans effort, sans choix et sans surprise. Et petit à petit, tu passes moins en moins de temps à chercher de la musique et de plus en plus de temps à la laisser venir à toi. C'est un sacré basculement quand même. En gros, l'accessibilité mêlée à une logique algorithmique a rendu l'auditeur esclave d'une playlist sans fin, sans plus aucune saveur à la découverte. Et pour s'adapter, des artistes censurent leur imaginaire pour servir la même tambouille à la chaîne. Donc comme on a pu le voir, tout le monde peut sortir de la musique et tout le monde peut être écouté. En théorie, ok. Mais dans les faits, il se passe quoi? Qui est vraiment écouté? Est-ce que cette ouverture a vraiment réparti l'attention ou est-ce qu'elle l'a simplement concentrée ailleurs? Et je pense que vous avez déjà la réponse, ou à minima vous vous en doutez, mais aujourd'hui, les écoutes sont extrêmement concentrées. On parle de plateformes qui hébergent plus de 100 millions de titres. Et pourtant, une toute petite partie de ces titres capte l'immense majorité de l'attention. Le Centre national de la musique, dans une étude, le montre très clairement. Sur les 10 000 titres les plus écoutés, donc seulement les 10 000 sur plusieurs centaines de millions, le top 5 000 représente 79% des streams. Et le top 100 à lui seul représente 10%. 100 morceaux sur des centaines de millions disponibles. Donc déjà, première réalité, l'attention ne se répartit pas, elle se concentre. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans un système comme ça, l'argent ne peut pas se répartir équitablement. Il suit exactement la même logique. Et c'est là qu'on arrive au cœur du modèle. Contrairement à ce qu'on entend partout, il n'existe pas vraiment de prix par stream, sauf sur certaines plateformes. Spotify le dit lui-même, les fans ne payent pas par chanson. Donc si tu es artiste, tu n'es pas payé à chaque écoute, mais en fonction de ta part totale dans les écoutes. Et ça change tout. Pour faire simple, tous les revenus générés par la plateforme sont mis dans un gros pot. Abonnement, publicité, tout. Et ensuite, ce pot est redistribué en fonction des parts d'écoute. C'est ce qu'on appelle le prorata, ou dans ce cas-là, le stream share. Donc si ton morceau représente 0,01% des écoutes mondiales, tu touches 0,01% du pot. Peu importe ton nombre de streams. Ce qui compte, c'est ta position dans le système. Donc tu peux faire des millions d'écoutes et gagner très peu parce que tu n'es pas en train de vendre quelque chose. Tu es en train d'essayer de capter une part d'un marché global. Tout le monde ne pèse pas pareil. Autre point important, dans ce système, tous les auditeurs ne pèsent pas pareil. Il y a un segment qui est assez étudié. Les gros consommateurs. Traduction très littérale de heavy user. Des gens qui écoutent énormément de musique tous les jours pendant des heures. Et dans le modèle actuel, leur comportement influence énormément la redistribution parce qu'ils génèrent un nombre colossal de streams, ce qui oriente tout logiquement où va l'argent. Et donc si t'as bien compris comment était redistribué l'argent, tu vois ce que ça peut poser comme problème. Ton abonnement à toi ne va pas uniquement aux artistes que tu écoutes. Il est mélangé avec celui de tout le monde, dans ce fameux pot commun. Et même si t'écoutes ton artiste préféré 1000 fois par mois, mais que tu es le seul, il va pas plus gagner, car tu représentes pas un nombre d'écoutes, mais un pourcentage d'écoutes globales. Et c'est pour ça qu'il existe une alternative dont on parle souvent, le user-centric. L'idée est simple, ton abonnement devient un mini-pot personnel. Il est redistribué uniquement aux artistes que tu écoutes. Donc, en théorie, c'est plus juste. Et effectivement, les études montrent que ça change légèrement la répartition. Le top capte un peu moins, certaines niches gagnent un peu plus, mais ça ne change pas le cœur du problème. Parce que même si on change la manière dont le pot est réparti, ça ne change pas ce qui se passe après. Et c'est là qu'on arrive au vrai verrou du système qui est bien trop méconnu. Les contrats. Parce que l'argent ne va pas directement à l'artiste. Il passe par toute une chaîne. Plateforme, ayant droit, label, éditeur. Et ensuite seulement, il arrive à l'artiste. Et à chaque étape, il est redistribué. Donc même si ton morceau génère de l'argent, ça veut pas forcément dire que tu le touches. Si t'es signé en label par exemple, déjà tu touches un pourcentage. Parfois 20%, parfois moins. Et encore, seulement après avoir remboursé ton avance. C'est ce qu'on appelle le recoupement. Donc concrètement, tu peux faire des millions de streams et rien toucher du tout. Et même en indé, t'enlèves le distributeur, les charges, les coûts de production, la promo, et au final, il reste beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer. Donc le problème, c'est pas seulement est-ce que Spotify paye bien ou mal, c'est tout autant important de regarder qui possède les droits et qui décide de la répartition. Parce que le streaming, c'est pas juste une question de musique, c'est une question de structure, une question de pouvoir et une question de position dans le système. Maintenant qu'on a tous les outils, que l'on sait repérer les incohérences et nommer les problématiques, il suffirait juste de les régler, non ? Non, même de Star Wars Anakin. Est-ce qu'on peut changer ça ? Est-ce qu'on peut rendre le streaming plus juste ? Parce que des tentatives, il y en a. En Europe, par exemple, il existe des textes qui parlent de rémunération équitable. Il y a des plateformes comme Qobuz qui mettent en place une meilleure rémunération et Bandcamp qui nous ramène à ce principe d'objet et d'appartenance à la musique et reverse 100% lors des Bandcamp Friday. En France, il y a même des mécanismes pour garantir un minimum à certains artistes. Donc sur le papier, le problème est bien identifié et des solutions existent. Mais dans les faits, vous vous en doutez, rien ne change vraiment en profondeur. Alors pourquoi ? Parce que le problème n'est pas juste technique, ce n'est pas un problème de formule, c'est pas un problème de pourcentage,
C'est un problème de structure. Le streaming aujourd'hui repose sur un équilibre très précis avec ces plateformes qui contrôlent l'accès et les catalogues détenus par quelques gros acteurs. Et tant que cette structure reste la même, tu peux pas faire grand chose d'autre que ajuster les règles. Mais tu changes pas le système. Et surtout, le streaming ça fonctionne fort pour les plateformes et pour l'industrie. Les revenus augmentent chaque année. Le modèle est stable. Donc pourquoi une industrie en bonne santé qui brasse des milliards nous laisserait transformer sa poule aux œufs d'or ? Le streaming n'a pas échoué, il fonctionne exactement comme prévu. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Il a sauvé l'industrie, il a rendu la musique accessible comme jamais auparavant, mais en échange, il a transformé la musique en flux. Un flux permanent et un flux infini. Où tout est disponible, mais où rien ne dure. On n'attend plus d'albums, on vit plus de sorties, on consomme, on enchaîne, on passe à la suite. Et dans ce mouvement-là, la musique perd son importance. Quand tout est accessible, plus rien n'est vraiment précieux. Et au fond, on devrait peut-être se questionner là-dessus. Qu'est-ce qu'on attend encore de la musique ? Est-ce qu'on veut continuer à la consommer comme un flux ? Ou est-ce qu'on veut encore parfois prendre le temps d'écouter ? Le streaming ne décide pas tout. Il propose. Mais c'est nous qui choisissons comment on écoute.